Bienvenue donc dans cet atelier où on va parler adaptation au changement climatique. Alors tout de suite, je vous présente les deux intervenants. Joanne Kouassi, qui est conseillère de Paris et qui par ailleurs travaille à la BPCE. Et Thibault Lacombe, qui est le fondateur du Calendar, qui est une entreprise de conseil sur l'énergie, le changement climatique et l'adaptation au changement climatique. Thibault, ça va ou pas? On est plutôt spécialisé sur l'évaluation des risques climatiques, vraiment sur la partie quantification des impacts. Okay. Merci pour cette précision. La table ronde, et alors moi je suis l'animatrice Juliette Nouel. Cet atelier, donc, il est centré sur les défis de l'adaptation au changement climatique. Et en fait, le premier défi, figurez-vous que c'est tout simplement de savoir de quoi on parle, puisque la plupart des gens, et ça c'est pas moi simplement qui le dis, hein, c'est aussi l'ADEME qui fait des enquêtes là-dessus depuis plus de 20 ans. La plupart des gens, la quasi-totalité des gens, ne savent pas ce que c'est que l'adaptation au changement climatique. Et quand ils croient savoir, ils confondent avec l'atténuation, c'est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, juste en petit icebreaker, si je puis dire, on va faire un petit jeu. Je vais vous poser 3 questions. Et alors, promis, hein, je ne me suis pas concertée avec Léa Falco, qui vous avait fait le même coup tout à l'heure. Mais je vais vous donner 3 mesures et je vais vous demander, à votre avis, si c'est une mesure d'atténuation, vous restez assis. Si c'est une mesure d'adaptation, vous vous levez. Et si c'est une mesure d'atténuation et d'adaptation, vous vous levez et vous levez les bras. OK? Alors, première mesure... installer des éoliennes. Bravo, je vois que j'ai un public d'experts. Deuxième mesure, climatiser. Est-ce que c'est... Alors, quand c'est de l'adaptation, on se lève. On se lève aussi. Alors, c'est effectivement, bravo à tous ceux qui sont debout, c'est de l'adaptation. Végétaliser les villes, dernière mesure. Voilà, bon, vraiment, là, je pense qu'on a un très très bon public. Évidemment, végétaliser les villes, c'est à la fois de l'adaptation pour lutter contre l'îlot de chaleur urbain, et comme ça capte un petit peu avec les arbres et la végétation du CO2, mais aussi les polluants, ça crée du bien-être. Enfin, généralement, c'est jackpot. Alors, tout dépend de comment c'est fait. Alors, je vous montre quand même pour... hop, non, c'est pas ça. Voilà. Je vous montre quand même ce petit graphe pour qu'on comprenne bien. Hein. Atténuation, c'est-à-dire réduire les causes du changement climatique, eh bien, c'est à droite. Et adaptation, comme vous le voyez, c'est à gauche, et c'est réduire les impacts ou les conséquences. Donc, ce sont vraiment 2 façons complémentaires et indissociables de réduire le risque climatique. Et pourquoi indissociable? Eh bien, pas du tout là. Hop, voilà. Et je vous rassure, après la table ronde va commencer. Mais je voulais vous montrer ce graphe que certains de vous connaissent peut-être. C'est un graphe assez fort émotionnellement, puisque le GIEC a eu l'idée de mettre des petits bonshommes, personnages en tout cas, pour représenter l'évolution du climat. Donc tout à gauche, pour ceux qui ne connaissent pas, ça s'appelle les stripes du climat. Donc chaque rayure correspond à une température. Quand il y a des gros blocs, ça veut dire qu'il a eu à peu près la même température pendant plusieurs années. Donc complètement à gauche, en 1900, on voit qu'on a encore du bleu et du beige. Et puis ça devient de plus en plus foncé, jusqu'à ce qu'on arrive... Alors, ça s'arrête en 2020, mais vous pouvez imaginer, on repousse de 3 ans pour être aujourd'hui. Vous voyez les projections en fonction des différents scénarios du GIEC. Dans le scénario très bas, vous voyez que la température ne va se mettre, alors très bas d'émissions de gaz à effet de serre,
vous voyez que la température ne va se mettre qu'à baisser qu'à la fin du siècle. Malheureusement, on n'est pas dans les scénarios très bas, on n'est pas non plus dans les scénarios bas, on est, et c'est encore optimiste, je dirais, dans le scénario intermédiaire. Le scénario intermédiaire, c'est les États respectent les politiques climatiques, enfin les réductions des émissions de gaz à effet de serre qu'ils se sont données. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais enfin, voilà. On espère que ça va l'être. Et donc, tout simplement, où est-ce que je veux en venir? C'est que, de toute façon, on est rentré dans un monde orange et que ce monde orange va devenir rouge, voire très rouge, et que, quand bien même on serait super héros de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, il va falloir s'adapter à ce changement de couleur qui, un jour, évidemment, redescendra, hein, mais voilà, on ne sait pas quand, donc il faut y aller. Réduire et en même temps s'adapter. Hein, réduire les causes et en même temps réduire les impacts. Je vais peut-être laisser... Non, c'est pas... Je vais revenir en arrière. Voilà. Et donc, nous allons commencer à discuter. Et je pose d'ailleurs une petite question. Est-ce que vous avez été, vous, confrontés, Johan et Thibault, à cette confusion entre les deux? Je peux commencer à répondre. Oui, et particulièrement dans le cadre des travaux qu'on a pu faire, parce que la ville de Paris, le Conseil de Paris plus spécifiquement, a décidé de faire une mission d'évaluation et d'information sur qu'on a appelé Paris 50 degrés, tout simplement pour évaluer un peu où en est Paris en termes de stratégie d'adaptation aux vagues de chaleur. Donc on était une quinzaine d'élus, tous bords confondus, hein, parce que c'est vraiment l'objectif de travailler collectivement. Et c'est vrai que, voilà, avec tous des connaissances assez différentes du sujet, mais voilà, on a travaillé 6 mois ensemble, on a eu une cinquantaine de séances, et c'est vrai qu'on en a les premières étaient vraiment consacrées à bien redéfinir ce qu'est l'adaptation, parce que assez vite finalement on s'égare et on peut confondre les deux, et c'est vrai que même s'ils sont complémentaires, quand on veut cibler des actions, c'est important de bien distinguer l'un de l'autre. Merci. Thibault? Alors je dirais que dans le monde de l'entreprise, ça peut arriver qu'il y ait une confusion, mais ça veut dire que les gens sont vraiment au tout début de la réflexion. Et quand ils ont commencé à avancer un petit peu, les interlocuteurs sont plus les mêmes. L'atténuation, ça va typiquement être de l'ordre de l'engagement sociétal, de la RSE, du développement durable. L'adaptation, ça va plus être la direction ingénierie, la direction gestion des risques. Et vous n'avez pas les mêmes interlocuteurs. Et lorsque vous allez voir ces gens-là, en fait, vous allez vous rendre compte que c'est comme la prose de Monsieur Jourdain. Ils font de l'adaptation, simplement, ils ne mettent pas forcément le mot dessus. Pour vous donner un exemple très concret, si vous prenez un frigoriste, quelqu'un qui installe des clims, comme celle qui nous rafraîchit très généreusement en ce moment, lorsqu'il va concevoir son système, il va demander à son client quelle température il souhaite à l'intérieur, et il va prendre une hypothèse de température maximale à l'extérieur. Et son système est bien conçu, il permet d'assurer la température souhaitée à l'intérieur aussi longtemps que la température à l'extérieur ne dépasse pas le seuil fixé. Aujourd'hui, le seuil que vous prennent beaucoup de frigoristes, c'est 40 degrés en extérieur. Et ça, c'est pas de l'adaptation. Maintenant, si vous prenez 45 degrés parce que vous dites peut-être que ça va être plus chaud dans quelques années, ça devient l'adaptation. Vous n'avez rien changé, c'est juste un chiffre dans vos hypothèses qui a changé. Donc finalement, c'est des choses qu'on peut trouver déjà à l'état un peu embryonnaire, et puis il va falloir stimuler ça, mais en général, ça existe déjà. D'accord, merci beaucoup. Donc, on va commencer peut-être par voir quels sont les impacts déjà du changement climatique que vous avez observés et qui sont à venir, d'un côté pour la ville de Paris, on va commencer par vous, Johan, et puis en général, même si j'entends, Thibault, que parler pour toutes les entreprises, pour tous les secteurs, c'est pas forcément évident. Alors, Johan, voilà. Oui, donc pour la ville de Paris, mais c'est vrai aussi pour toutes les grandes villes, il y a ce qu'on appelle le phénomène d'îlot de chaleur urbain, dont vous avez probablement entendu parler, mais voilà, le fait que les villes soient très minérales, avec peu de végétation, des immeubles hauts, du bitume,
tout ça fait que la chaleur est encapsulée, et y compris la nuit. Ce qui fait que, par exemple, pendant la canicule de 2003, il y avait des écarts de 10 degrés entre Paris et les alentours. Donc en fait, quand on est dans un environnement urbain, dans une vague de chaleur, il fait encore plus chaud qu'ailleurs. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir de sensible, mais là, c'est vraiment étayé par des études, et surtout, on en connaît la cause, c'est le bâti, c'est l'îlot de chaleur urbain. Donc concrètement, le fait que dans les villes, la température puisse monter, et surtout avoir des épisodes qui sont de plus en plus longs, avec parfois aussi des épisodes de pluie diluvienne. En fait, le dérèglement, ça va être des vagues de chaleur de plus en plus chaudes, de plus en plus longues, avec parfois de très fortes précipitations. Et ça, en termes d'adaptation, c'est un vrai défi. Les aléas, et ce qu'on peut constater, par exemple, je vais prendre les chiffres de l'année dernière, la canicule donc de 2022, c'est déjà des impacts humains, donc le nombre de passages aux urgences beaucoup plus important, et surtout une surmortalité qui a été évaluée à 15% sur la période de canicule. Donc on parle de vie humaine. Alors les personnes ont parfois des pathologies chroniques qui sont décompensées, il y a des personnes vulnérables. En tout cas, la surmortalité est vraiment sensible et corrélée à l'épisode caniculaire. L'autre sujet, et c'est pour ça que la ville de Paris se prépare finalement à protéger à la fois les habitants mais aussi les infrastructures, parce qu'aujourd'hui on a un réseau électrique et un réseau de transport qui peut paraître robuste. Il y a eu parfois des incidents, mais très épisodiques, mais aujourd'hui il faut qu'on puisse avoir la certitude que dans des périodes de forte chaleur prolongée, toutes ces infrastructures pourront toujours être au rendez-vous. Et ça, c'est aussi un vrai défi, parce qu'on sait qu'il y a une vulnérabilité et il va falloir le prévoir. Et de toute façon, dans tous les cas, le maître mot, c'est l'anticipation, parce que on est assez certain que les températures vont augmenter, qu'on aura, en fait, on parle du climat de Séville pour Paris d'ici une quinzaine d'années. Donc voilà, c'est vraiment protéger les personnes et les infrastructures. Oui, Séville d'ici une quinzaine d'années, et d'ici là, peut-être des dômes de chaleur, comme on a pu voir en Espagne et plus loin au Canada il y a 2 ans, je crois, où les transports s'étaient carrément arrêtés, qu'on voyait des tuyaux complètement fondus, et dont on se dit que statistiquement, il n'y a aucune raison que ça n'arrive pas, quoi. Merci. Donc Thibault, les impacts déjà sur les entreprises qu'on observe? Alors effectivement, c'est difficile de généraliser, ça dépend de l'activité, ça dépend de la position, d'endroit où vous vous trouvez. Mais sans forcément dire que c'est le plus grave, mais à quoi vous avez le plus de chances d'être confronté, je dirais que c'est effectivement la chaleur. Pour 3 raisons principalement. D'abord, c'est que c'est quelque chose où l'évolution est sans ambiguïté. Sur d'autres phénomènes, parfois, ça peut varier localement, ou on ne sait pas très bien, mais la température, ça, il n'y a pas de doute, ça augmente et ça va continuer à augmenter. La deuxième raison, c'est l'extension géographique et le côté universel, disons, de la chaleur. Lorsqu'on a une inondation, si vous êtes situé un petit peu plus haut ou dans un bassin versant à côté, même si vous êtes à quelques kilomètres ou quelques centaines de mètres de la rivière en crue, vous êtes à l'abri. La température, vous n'avez pas de moyen d'y échapper lorsqu'il fait très chaud. Il fait très chaud en général au moins sur la moitié de la France, parfois sur l'ensemble de l'Europe, ce qui fait que tout le monde est concerné en même temps, ce qui est un facteur aggravant évidemment. Et la troisième raison, c'est que, comme le frigoriste tout à l'heure, beaucoup de systèmes techniques embarquent, en le sachant ou non, explicitement ou non, des hypothèses de température maximale qui font qu'en période de forte chaleur, ça risque de plus fonctionner. Et ces systèmes, on l'a un petit peu dit déjà, c'est souvent les infrastructures de base qui peuvent avoir un effet domino derrière. Donc pour citer quelques exemples, pendant la vague de chaleur de juin 2022, par exemple, en Saône-et-Loire, RTE a perdu 2 postes sources, 90 000 personnes coupées. RTE, c'est réseau. Ah oui, pardon, le réseau de transport d'électricité. Enedis, donc qui gère la distribution d'électricité à Marseille, a eu des soucis. Il y a eu jusqu'à 10 000 foyers coupés. Les transports, effectivement, sont exposés. Alors on pense aux transports en commun.
on ne pense pas forcément aux autres, mais les assureurs nous disent qu'en période de vague de chaleur, le nombre de déclarations de sinistres pour des pannes augmente de 20%. Les voitures ne sont pas conçues pour fonctionner quand il fait 40 degrés. Les routes ne sont pas conçues pour continuer à remplir leur rôle quand il fait 40 degrés. Il y a des dégradations de chaussées qui arrivent. Enfin voilà, vous avez plein de systèmes de base, transport, énergie, informatique, eau, qui vont commencer à plus fonctionner et un potentiel effet domino sur d'autres activités. Et d'ailleurs en informatique, il y a l'exemple à Londres là. Oui, un exemple de cet effet domino qui est assez marquant. Alors l'année dernière, pendant les vagues de chaleur, il y a eu pas mal de data centers qui ont cessé de fonctionner parce que les systèmes de refroidissement ne permettaient plus de maintenir la température souhaitée à l'intérieur. Et notamment un data center qui servait à 2 hôpitaux londoniens. Et vous avez 2 hôpitaux avec à peu près 3000 médecins infirmiers qui, en pleine vague de chaleur, se retrouvent à devoir réapprendre à travailler avec un papier, un crayon et un téléphone parce que les dossiers médicaux sont plus accessibles, parce que, si vous voulez, le résultat de la radiographie qui a été fait 2 étages en dessous, il faut appeler ou aller chercher, ce que plus personne ne faisait. Donc voilà, c'est le type d'effet domino qu'on peut constater. Oui, et tout ça, ça passe encore un peu sous les radars des médias. Enfin, on ne fait pas toujours forcément la corrélation où il n'y a rien qui rassemble, mais il y a aussi, et j'y pense, les impacts de projection. On en parlait tout à l'heure, Thibault. Il y a tout simplement des entreprises qui renoncent à s'installer à cause des futurs impacts du changement climatique. Juste l'exemple, alors on change complètement de domaine, mais de la viennoiserie, les croissants, quoi, en Bretagne. Effectivement, mais alors ça, on peut argumenter sur le fait que c'est une forme d'adaptation en fait. Si vous êtes dans un endroit où historiquement vous aviez les ressources qui permettaient d'avoir votre activité et que vous n'êtes pas très sûr que ça sera le cas à l'avenir, c'est peut-être plus vertueux, même si c'est pas forcément vu comme ça sur le territoire, de dire je vais aller m'installer ailleurs. Mais effectivement, aujourd'hui, je pense que pour une entreprise qui cherche à créer une implantation, c'est très important de s'assurer que l'eau, si elle en a besoin, les ressources dont elle peut avoir besoin, l'environnement général seront encore convenables pour son activité tout au long de la durée de vie du site. Ouais. Et donc je faisais référence à une entreprise de croissance surgelée destinée à l'exportation et qui a renoncé finalement à s'installer en Bretagne parce qu'il y avait la pression des associations, des riverains, des ONG sur le fait que ça allait consommer beaucoup trop d'eau par rapport à des ressources qui allaient diminuer. Donc là, on voit qu'il y a déjà beaucoup d'impact et pourtant, le fait est qu'on voit très peu aujourd'hui d'actions, enfin d'adaptation se mettre en place. Et la question que j'ai envie de vous poser, c'est quel est le premier défi à relever? Alors, pour la ville de Paris, quel est le premier défi à relever? Alors, le premier défi pour la ville, la ville a quand même des réflexions depuis longtemps. Hein. Ça a été reconnu aussi par le ministre Christophe Béchu. Mais voilà, le premier plan climat, c'est 2007. Après, depuis 2007, la ville a agi, mais ce qu'on voit, c'est que finalement, il y a un côté course contre la montre, parce que le réchauffement, il va finalement toujours plus vite que ce qu'on peut penser. Et le défi qui est énorme, vous êtes dans une ville haussmannienne, il y a 90% aujourd'hui du bâti parisien qui n'est pas fait pour supporter des grosses chaleurs. Donc, l'enjeu est colossal, et donc il y a un vrai défi aussi de financement. Parce que même si la ville investit, quand on voit finalement les besoins d'investissement, c'est assez, ça dépasse, je pense, la capacité d'investissement de la ville de Paris. Et surtout, je pense qu'il va, vous l'avez entendu dans le cadre du rapport Pisani-Ferry, il y a vraiment la nécessité de mettre des moyens sur la table parce qu'aujourd'hui, ils ne le sont pas. Alors, en fonction des sources, on peut estimer des besoins de... l'ADEME, en lien avec I4C, c'est 30 milliards par an pour préserver à peu près notre mode de vie. On peut dire que c'est entre 14 milliards et 30 milliards par an, 30 milliards plutôt si on veut garder notre mode de vie. Mais ce sont des sommes qui sont extrêmement importantes. La ville, elle seule, en un an, va investir 1 milliard. Mais s'il faut 30 milliards au niveau national, aujourd'hui, on ne les a pas.
Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de mettre les acteurs autour de la table, l'ensemble des échelons, l'échelon national, ça va être la métropole, même l'échelon européen, pour se dire qu'aujourd'hui, c'est une priorité d'investir et de mettre de l'argent dans tout ce qu'il y a à faire pour la transition. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'y est pas. Et on voit les réactions avec ces idées d'ISF vert, mais en tout cas, il y a un vrai progrès, parce que ce rapport, je parle de celui de Pisani-Ferry, mais il dit bien qu'aujourd'hui, finalement, la dette financière, elle est sûrement moins grave que la dette écologique qu'on est en train d'engranger et qu'on laissera aux générations futures. Alors, ça me permet de faire la transition justement vers Thibault, parce que est-ce que justement le principal obstacle aussi pour les entreprises qui ne sont pas directement aujourd'hui impactées, c'est pas ce que vient de dire Johan, c'est-à-dire de ne pas percevoir que le coût de l'inaction Alors, les facteurs économiques et financiers, évidemment jouent. Il y a beaucoup de difficultés sur cette question-là, on ne va pas se mentir. Il y a des problèmes scientifiques, savoir à quoi on va être exposé. Il y a des problèmes techniques, sachant à quoi on est exposé, est-ce qu'on a des solutions techniques à mettre en œuvre. Il y a des problèmes pratiques, il y a des problèmes économiques, donc il y a beaucoup de choses. Et je pense que le principal défi, il est plutôt sur la gestion des horizons de temps. C'est-à-dire que, un peu comme à Paris finalement, si on pouvait repartir d'une page blanche, on saurait probablement construire une ville qui est adaptée au climat qu'on va connaître en 2050 et 2100. Le problème, c'est qu'on n'a pas une page blanche, on a de l'existant. Et c'est difficile de modifier l'existant. Et c'est un peu la même chose dans les entreprises, avec, je pense, une contrainte supplémentaire qui est que la perception de l'horizon de temps est souvent un peu courte. Et puis on peut être tenté de dire, finalement, c'est un problème dans 5 ans, donc c'est pas forcément mon problème. C'est la non-rentabilité à court terme, quoi. La non-rentabilité à court terme, d'une manière générale, le fait que le risque n'est pas nécessairement porté par celui qui prend la décision. Donc ça peut être le cas dans le temps. Je crée quelque chose qui a une durée de vie de 30 ans, mais je sais très bien que de toute façon, si un problème se pose dans 20 ans, c'est pas mon problème. Et parfois, on peut créer des choses qui ont une durée de vie beaucoup plus longue, évidemment. Et parfois, on crée aussi des systèmes qui ont vocation à être exploités par d'autres. Et on peut être tenté, je reviens à mon frigoriste, qui va probablement être le fil rouge de l'heure. Mais si vous êtes le frigoriste vertueux qui se dit je vais faire un système qui sera adapté aux températures qu'on peut rencontrer en 2030 ou 2040, donc mettons que vous prenez une température maximale de 45 à la place de 40 comme prennent les autres, votre système il va être plus cher. Et vous allez devoir expliquer à votre client qui a fait son appel d'offres pourquoi il devrait payer pour un système plus cher alors qu'il a des devis qui lui permettent d'avoir un système qui sur le papier fonctionne, qui est conforme aux bonnes pratiques professionnelles et qui est moins cher. Voilà, c'est la question de qui supporte le risque et qui prend la décision souvent qui se pose. Oui, et donc ça, j'enchaîne sur justement sur la question suivante qui serait les premières choses à faire, toujours avec vous Thibault. Finalement, qu'est-ce qui serait la première chose à faire pour enclencher ces actions d'adaptation dans les entreprises ? Alors, si on parle d'un point de vue politique, disons, prise de conscience au niveau de l'État, mobilisation générale, on fait une loi qui fait un truc pour que ça bouge. Je ne sais pas si c'est très faisable d'un point de vue juridique, mais je pense que une façon de faire ça rapidement, ça serait de dire, dans toutes les normes qui existent aujourd'hui, les normes, les standards professionnels, etc., à chaque fois qu'on parle de climat, il faut entendre climat à l'horizon 2050, climat futur et pas climat passé. Pour donner un exemple de ça, un exemple réel, actuellement je travaille avec une entreprise dont l'activité est très influencée par une norme de la série des ISO 19000, qui sont les normes professionnelles de l'industrie. Et il y a une norme de 70 pages qui dit tout ce qu'il faut déterminer en termes de variables atmosphériques avant de lancer un projet. Donc ça va de la température moyenne jusqu'à la hauteur des vagues. Il y a énormément de choses. Mais à aucun moment, ça parle de changement climatique. Et ça dit pas non plus qu'il faut utiliser le climat historique passé. C'est juste, il faut déterminer le climat et débrouillez-vous. Si on pouvait dire à tout le monde, quand on parle de climat, par défaut, on parle de climat futur,
et pas de climat passé, observé, obsolète, déjà on aurait fait un grand pas en avant. Ouais, mais donc ça paraît fou, quoi, que le changement climatique ne soit toujours pas inclus là-dedans. Et il y a quand même une éclaircie qui est que le gouvernement semble s'être mis en route pour ça, puisque le ministre de la Transition écologique a annoncé depuis maintenant 2 ou 3 mois que la France allait devoir s'adapter, vous l'avez sans doute entendu, à un réchauffement de plus 4 degrés d'ici à la fin du siècle. Hein. Plus 4 degrés, sachant qu'aujourd'hui en France, on en est à plus 1,8. Et du coup, il y a eu un document qui est sorti qui s'appelle la TRAC. Donc TRAC, c'est un acronyme pour trajectoire de référence de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Et je vous conseille, à tous ceux qui travaillent en entreprise avec des process où le climat rentre dedans, hein, de le lire, parce que il est annoncé, ce qu'est en train de dire Thibault, même si on en est encore très loin, hein, c'est un changement de ces référentiels et de ces normes qui devront, alors par exemple, si vous avez des process ou des infrastructures qui fonctionnent que sur une plage de température, ou une force de vent, une intensité de pluie, eh ben, il est dit qu'il va falloir adapter ça à, alors justement, combien de degrés, tant qu'à faire, autant l'adapter à tout de suite plus 4. Ou c'est un peu... Alors, ça dépend de la durée de vie, en fait. C'est un des problèmes avec l'approche prise par le gouvernement, d'ailleurs, de dire on étudie plus 4. En fait, le climat évolue et le réchauffement auquel vous allez être confronté, il n'est pas le même selon que le système que vous créez a une durée de vie de 20 ans ou d'un siècle, comme c'est le cas, par exemple, d'une centrale nucléaire, voire plus, comme ça peut être le cas de bâtiments, d'aménagements urbains ou ce genre de choses. Oui, bien sûr. Effectivement... Donc, plus 4, oui. Mais par exemple, si vous construisez une centrale nucléaire, il faut probablement penser plus. Oui, d'accord, ok. Johan, donc, le principal... non, mais ça, j'ai déjà demandé. La première chose à faire dans la ville de Paris, ça serait quoi ? Alors, ça rejoint ce qu'a décrit Thibault, hein, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a un vrai défi sur le bâti et les bâtiments. Et ce qu'on voit, c'est que les normes en vigueur, déjà, elles s'appliquent qu'au neuf. Il y a 80% du parc qui a été construit avant les réglementations thermiques. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que les réglementations étaient extrêmement exigeantes en termes de consommation d'énergie pour les vagues de froid. Mais les vagues de chaleur n'étaient pas forcément dans le scope de ce qui était envisagé dans les normes. Donc il y a un gros travail, puisque en fait, la ville de Paris ne construit pas tout. Hein. On a les bâtiments publics, mais la grande majorité des bâtiments sont construits par des promoteurs ou réhabilités par le secteur privé. Et c'est vrai qu'il y a vraiment la nécessité de faire évoluer ces normes pour intégrer dès le départ le confort d'été, parce que si pendant longtemps le problème ça a été comment se chauffer en hiver et moins consommer en se chauffant en hiver, on se rend compte que les problématiques changent. Donc moi je mets aussi beaucoup d'espoir dans les changements de normes, et aussi je pense qu'à Paris, peut-être ailleurs, dans toutes les villes historiques, il y a aussi certains freins culturels. Nous, dans le cadre du rapport Paris à 50 degrés, on s'est dit, les toits en zinc sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On n'imagine pas Paris sans des toits en zinc, mais des toits en zinc, c'est pas adapté à un climat chaud. Bon, une fois qu'on a dit ça, il y a tout un tas de personnes, dont je fais partie, qui vont se dire, mais en fait, moi je m'en fiche qu'ils soient en zinc, on peut faire peut-être du simili-zinc, quelque chose qui fait que c'est pas trop moche, mais dans lequel on cuit pas. Et puis d'autres diront, mais non, Paris c'est les toits en zinc, donc on ne touche pas aux toits en zinc. Quitte à se dire que c'est, tant pis, on déclare insalubre les combles. Bon, comme dans une ville, on doit quand même loger les gens et faire en sorte qu'ils travaillent, moi je trouve que condamner ces espaces-là, ce ne serait pas une bonne chose pour l'intérêt général. Mais en tout cas, c'est pour dire que, pareil, on va dire, mais des peintures blanches, parce que le blanc, c'est réfléchissant. Zinc, oui, on va dire, non, c'est moche. Donc voilà, il y a aussi ce côté culturel, et certains qui ont une vision de Paris musée, sauf que le Paris musée dans lequel on ne changera rien, il y a des chances qu'on y ait encore plus chaud, quoi. Et donc ça, ce sont des discussions très concrètes avec les architectes des bâtiments de France, oui. Voilà. Ouais. Et voilà, enfin bon, je le redis, ça paraît encore fou, vu ce qui nous attend, qu'on soit à se poser ce genre de questions.
Alors tout à l'heure, je vous ai demandé de vous lever pour signifier que la climatisation qui effectivement remplit une douce fraîcheur dans cette pièce est bien une mesure d'adaptation. Et j'ai entendu, c'est une mesure, oui, mais c'est de la maladaptation. Et on ne va pas faire une table ronde sur les défis de l'adaptation sans évoquer ce sujet de la maladaptation. Et en cela, je ne fais que répéter ce que dit le GIEC, qui est donc un groupe de travail entièrement dédié à la question de l'adaptation, le groupe de travail numéro 2, aux impacts et à la vulnérabilité et adaptation. Le GIEC dit tout simplement, on voit de plus en plus de maladaptation se développer, et cela même sans que les acteurs le fassent évidemment volontairement, mais n'en aient même conscience. Alors, je vais de nouveau me tourner vers mes deux intervenants pour leur demander s'ils voient des maladaptations dans leur cadre. Et il y en a évidemment beaucoup. Juste en 2 mots, une définition de la maladaptation, c'est une réponse au risque, c'est très très large, qui augmente le risque. Voilà. Soit dans le temps, soit en le déplaçant sur un autre groupe de personnes. Et puis après, il y a plein de variantes à la maladaptation. Et je vais laisser peut-être Joanne commencer. Surtout que c'est des exemples que vous allez voir fleurir. Je pense que vous en avez déjà vu, parce que moi j'en ai vu aussi en me baladant à Paris. Vous voyez les gros tuyaux là qui sont des gros tuyaux de climatiseurs qui sont ensuite mis pour évacuer l'air. On a ouvert la fenêtre, assez mal entrebâillée en général, parce que c'est même pas toujours bien fait. Et voilà, donc tous ces climatiseurs individuels, c'est vrai que je peux imaginer la tentation, il y en a dans les magasins de bricolage, dans les grandes surfaces, c'est vrai que ça peut apporter du confort, mais c'est vraiment un fléau en termes de maladaptation. On peut dire pourquoi d'ailleurs ? On peut dire pourquoi, et c'est vrai que c'est important de... Bon, alors déjà, quand on utilise ces climatiseurs, on réchauffe l'air extérieur. Donc peut-être qu'on rafraîchit l'air intérieur, mais on estime, et d'ailleurs les études disent que si demain on généralise ces climatiseurs pirates, on augmente de 3 degrés la température. À Paris. À Paris. Tous les habitants de Paris Exactement. se climatisaient, ça ferait au bout de 9 jours, très exactement, plus 3 degrés dans Paris. Donc déjà, ça c'est très palpable. Donc voilà, pour autant, ces climatiseurs on les vend, donc ça existe, mais clairement c'est une vraie maladaptation et ça vient accentuer en fait le mal qu'on pense combattre. Après, il y a la consommation aussi d'énergie. Voilà, la fabrication, en général, c'est pas du made in France fait dans le Jura. Et puis si c'est un vieux climatiseur, et peut-être il y a des fuites de gaz à effet de serre qui ont un pouvoir de réchauffement global absolument colossal. De toute façon, il faut avoir en tête que quand on rafraîchit quelque part, on remet de l'air chaud ailleurs. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut rien climatiser, mais en tout cas, ça doit être... non, mais voilà. Mais il faut, en tout cas, à chaque fois, penser quels sont les bénéfices et derrière, quels sont les inconvénients à un niveau collectif. Merci. Thibaut, de la maladaptation dans les entreprises. Alors... Bon, je laisse en suspens la question des climatiseurs. Moi, j'ai un avis un petit peu différent, même si je sais qu'ils ont très mauvaise presse. Mais ça nous amènerait probablement un peu loin. Moi, je tendance à prendre une définition un peu plus large de la maladaptation qui inclut, pour reprendre d'ailleurs celle du GIEC, d'une part, comme on l'a dit, les situations qui créent des risques et qui bloquent ces risques, où on va se retrouver bloqué dans une situation de risque qu'on pourra difficilement modifier. D'autre part, la perpétuation ou l'aggravation d'inégalités existantes. Et troisièmement, des dépenses, de l'argent qui est utilisé de façon inefficace. On peut évidemment avoir les trois en même temps, faire un super combo, mais voilà, un petit peu plus large que juste la question des risques. Et de ce point de vue-là, moi, le problème que je vois le plus souvent dans les entreprises, c'est la tendance à penser que si on s'adapte sur son site jusqu'aux limites de sa propriété, jusqu'à sa clôture, ça y est, on est à l'abri.
sans se réaliser que si les salariés peuvent plus venir parce que il fait trop chaud, qu'ils sont tous malades, ou parce que les routes sont inondées, ou si les services et les fournisseurs dont on dépend ne peuvent plus être assurés, finalement on peut pas. Tous les efforts qu'on a fait sur l'adaptation ne servent à rien. Et je pense que c'est important de réaliser que sur ce sujet-là, c'est un petit peu comme sur la pandémie il y a quelques années. On est vraiment protégé que quand tout le monde est protégé. Et certes, il faut que chacun s'adapte, mais il faut aussi travailler à aider les autres dans notre environnement à progresser. Surtout quand on a des chaînes de valeur complètement mondialisées et que on dépend peut-être d'une sécheresse en Chine. On en parlait tout à l'heure avec Thibault. Il y a eu des problèmes de sécheresse qui ont eu un impact sur la production de semi-conducteurs à Taïwan. Alors, c'était pas en Chine, mais à Taïwan. Et ben, ça passe aussi un peu sous les radars, mais c'est un impact du changement climatique. Et comment s'adapter à ça, quoi. Alors, peut-être construire une industrie de semi-conducteurs en France, ce qui est prévu, mais dans un endroit où il y a beaucoup de sécheresse. Oui, tout à fait. Enfin, on peut vraiment avoir ce phénomène de battement d'aile d'un papillon. Pour parler d'un événement un peu plus ancien et qui a vraiment été moteur dans la réflexion qui a conduit à la création de mon entreprise, il y a eu les inondations thaïlandaises de 2011, où à l'époque se concentrait à peu près 70% de la production de disques durs mondial. Et d'un seul coup, plus rien. Plus rien, y compris pour certaines entreprises, pendant très longtemps, parce que les usines avaient été inondées. Aucune mesure de protection n'avait été prise, alors que la zone était inondable, c'était connu. Voilà, des choses aussi simples que mettre les machines les plus coûteuses au premier étage et pas au rez-de-chaussée, personne n'y avait pensé. Et ça a eu un effet en chaîne sur l'ensemble de l'industrie informatique, avec une augmentation des prix des équipements, notamment, qui a duré à peu près 2 ans. Donc on peut vraiment avoir un événement très loin de nous qui, via la chaîne de valeur, vient bousculer notre activité et a des impacts très concrets pour nous. Alors, c'est déjà presque fini. Je crois que ça s'arrête à 50, c'est ça? Je crois. Il est 50. Donc, c'est allé très vite. Est-ce que vous pourriez juste nous dire, si ça vous vient à l'esprit comme ça, un bel exemple d'adaptation réussie dans vos périmètres? Alors, moi, alors, un bel exemple, c'est difficile, parce que l'adaptation, c'est un monde de regrets permanents. Voilà, donc même si on s'adapte bien, c'est difficile de se dire que c'est bien. Mais le travail qui est fait aux Pays-Bas, par exemple, sur l'élévation du niveau de la mer est très intéressant. C'est évidemment un endroit où les gens sont très sensibles à cette question de niveau de la mer. Et ils ont mis au point des techniques pour gérer l'incertitude. Comment répondre à ce problème, la très forte incertitude sur l'élévation du niveau de la mer, de façon à la fois s'assurer qu'on va être protégé et en même temps ne pas surinvestir parce qu'il faudrait relever les digues de 5 mètres ou 10 mètres pour être 100% sûr d'être à l'abri. D'accord. Et pour Paris, alors vous en avez peut-être entendu parler, il y a un plan local d'urbanisme bioclimatique qui va être assez structurant parce que il y aura des constructions qui seront différentes, qui seront plus basses. Il y a des vrais objectifs de végétalisation, de débitumisation. Ça, c'est important. La ville se lance aussi beaucoup dans la débitumisation des sols. Voilà, je pense que c'est quelque chose qui va nous aider à transformer la ville de façon assez globale. Merci. Est-ce que quelqu'un a un programme pour savoir si c'est la fin maintenant ou pas? Ou sinon, si vous avez des questions, oui? Ah, c'était 17h, alors c'est génial. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? Parce que, évidemment, on a... oui, alors, Laure? On a effleuré cette thématique qui est énorme. Ouais. Ouais. En effet, merci. Merci beaucoup pour vos partages. J'avais une question qui est peut-être un pavé dans la mare, mais j'ai quand même envie de la poser parce que c'est une question qui pose la question d'une réflexion peut-être un peu plus systémique. J'ai entendu que vous disiez que l'adaptation pour une ville comme Paris serait coûteuse.
qu'il est très difficile en effet de changer l'existant, qu'il est possible en effet que le climat de Séville arrive à Paris. Au moment où je vous parle, j'ai quitté Paris il y a 2 ans et je suis dans le sud de la France et chez moi il fait moins chaud en bord de mer qu'à Paris. Tout ça pour dire que la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y aurait pas une réflexion un peu plus systémique sur notre organisation urbaine au niveau national? Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir éventuellement à déconcentrer cette capitale, à la création de nouveaux pôles de vie, d'activité en France? On a un pays magnifique, avec, on le sait, des territoires qui se sont dépeuplés, qui se sont désertifiés et qui pourtant sont magnifiques. Donc la question que je me pose au niveau de communes comme Paris, d'une métropole comme Paris, est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité de coopérer avec d'autres villes, d'autres communes, pour voir qu'est-ce qu'on peut recréer au niveau national pour justement que la vie redevienne meilleure dans ces grandes villes. Voilà, merci. Alors, c'est pas un pavé dans la mare, et l'élue parisienne que je suis n'est pas du tout offensée, parce que dans les discussions que j'ai eues, notamment avec le président de la mission, assez vite, en fait, la question est venue. Et c'est vrai qu'on ne l'aborde pas dans ce rapport-là, parce qu'en fait, ça ne relève pas de Paris de déconcentrer Paris. Mais ce qui est certain, c'est que Paris, si on continue à construire, c'est parce que ça concentre le bassin d'emploi, ça concentre aussi, on peut le comprendre, on n'a pas forcément envie d'habiter très loin de son emploi, et de toute façon, les transports, quand on a un étalement urbain, ce n'est pas une réponse au réchauffement climatique, au contraire, ça vient l'accentuer, et il est certain que ça fait partie aujourd'hui des choses qu'il faudrait envisager au niveau national. Et on le voit, il y a des pays comme l'Allemagne où en fait c'est beaucoup moins centralisé. Voilà, il y a la finance à Francfort, il y a les journaux à Munich. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est vrai que la France, dans sa construction, concentre beaucoup de choses à Paris, mais on voit, de toute façon, ça fait de l'étalement urbain. C'est pas une bonne chose, mais je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire. Malheureusement, et on s'est posé la question d'ailleurs dans le rapport, on s'est dit mais est-ce qu'on le traite ou pas? Et c'est vrai que ça relève pas aujourd'hui de la ville. En revanche, ce qu'on essaie de faire le plus possible, et il y a ce qu'on appelle la métropole du Grand Paris, c'est de se dire que tous ces sujets-là, et d'ailleurs il y a une instance sur le climat au niveau métropolitain qui a été mise en place, mais c'est de se dire qu'au moins au niveau de la métropole où on a la facilité de réunir les acteurs autour de nous, on réfléchit à ces sujets-là à une échelle métropolitaine et pas qu'à une échelle Paris intramuros, parce qu'aujourd'hui Paris c'est le Paris des Parisiens, de ceux qui viennent y vivre, de ceux qui viennent aussi y travailler, qui n'y résident pas forcément, et il y a vraiment quelque chose à penser autour de ça, oui. Juste pour compléter, quand on parle d'adaptation, quand le GIEC parle d'adaptation, il donne des degrés de transformation d'une mesure. Donc il y a le petit ajustement à la marge, et puis il y a l'ajustement du système. Donc il y a quelque chose. Alors je donne un exemple. Si on veut lutter contre une crue, l'ajustement à la marge, ça va être on va mettre des sacs de sable. Lutter contre une crue, il y a déjà une digue, on rehausse la digue. Et lutter contre une crue, et on sait que ça va être tout le temps inondé malgré le fait qu'on a rehaussé la digue, on rentre dans la mesure transformationnelle qui est de dire la zone n'est plus constructible et tout le monde s'en va. Et donc ce que tu dis, Laure, c'est vraiment c'est même pas de la mesure transformationnelle, c'est de la mesure méga transformationnelle. Je sais pas d'où. Je pense que tout le monde serait super d'accord, mais ça passe. Oui. La Suisse, voilà. Alors, ok. Donc, monsieur, alors il y a 2 réactions là, peut-être. Peut-être si vous avez une voix qui porte. Ah bah du coup, fouf. Merci beaucoup. Je vais juste poser une petite question. D'abord, moi, je suis un peu surpris, un peu interloqué, voire même énervé de voir qu'à chaque fois, on cite ce que dit Christophe Béchu sur les 4 degrés en toute décontraction. Et je ne sais pas si on a compris ce que ça veut dire 4 degrés en France. Il y a un article dans Le Monde qui est paru hier, une interview de 2 climatologues qui font partie du GIEC, qui disent en ces termes, on ne peut pas s'adapter à 4 degrés. Ce n'est pas possible. Donc,
sur la remarque de on décentralise, c'est très bien, mais même dans le Sud, je suis pas sûr qu'on puisse s'adapter complètement. Alors, ce que vous disiez, Juliette, c'est qu'il y a différents niveaux d'adaptation. Moi, la question que j'ai pour les deux panélistes, c'est quoi le scénario le pire pour Paris ou pour les entreprises? Et à l'inverse, c'est quoi le meilleur scénario que vous avez pour les entreprises et pour Paris? Déjà, je réponds au plus 4 degrés de Christophe Béchu. C'est pas parce qu'on les cite qu'on est forcément d'accord avec l'idée que la France sera encore habitable. Et je pense que, en tout cas, moi, je me suis fait largement l'écho du fait que ce 4 degrés, en reprenant les propos de Christophe Cassou, je ne sais pas si c'est à cette personne dont vous faites référence, mais bon, oui. Et puis, voilà, le fait est que ce que propose le gouvernement aujourd'hui, c'est cette référence à la fin du siècle. Donc, ça peut être agaçant, mais c'est un fait. Ça va peut-être évoluer, on ne sait pas. Donc, je laisse les deux autres répondre. Alors, sur les plus 4 degrés, je partage complètement, mais en même temps, contrepoint, dans le scénario d'émission médian du GIEC, SSP2 4.5, en France, en moyenne 2080-2100, projection médiane multimodèle, on est à 3,7. Donc, en fait, scientifiquement, aujourd'hui, sur la trajectoire sur laquelle on y est à la fin du siècle. Voilà. Donc, après, ça serait bien de ne pas y être, mais n'empêche que c'est vers ça qu'on va. Sur le scénario du pire pour les entreprises, je pense que ça serait probablement un scénario de rupture complète des chaînes de valeur et de services, dont on sous-estime pas souvent le rôle en fait dans le fonctionnement de l'économie, et peut-être que c'est déjà un petit peu ce qui s'ébauche. Par exemple, en Californie, vous avez peut-être entendu parler récemment, deux assureurs ont annoncé qu'ils n'assuraient plus de nouveaux clients particuliers ou entreprises en Californie. Deux assureurs qui, à eux deux, représentent un quart du marché de l'assurance américain, quand même. Hein. Et on parle de la Californie, qui serait la 5e économie mondiale si elle était indépendante. On a quand même un moment de rupture, et au moment où vous ne pouvez plus vous assurer, qu'est-ce qui peut continuer à fonctionner, quoi. Donc, à mon avis, c'est ce type de choses qui va à un moment vraiment conduire à quelque chose qui casse. Bon. Alors, on me fait des grands signes. Alors, vas-y. Non, mais Joanne répondait, oui. Et puis voilà. Et après, on se dit au revoir, parce que je pense que maintenant, c'est vraiment le moment. Alors, le pire qui puisse arriver, ce serait que les réseaux électriques et de transport ne fonctionnent plus à Paris. Parce que là, dans ces cas-là, on a toujours des endroits où on peut trouver de la fraîcheur mécaniquement, des îlots de fraîcheur, mais les personnes vulnérables, elles sont dans des endroits qui sont climatisés. Les hôpitaux ont besoin d'électricité. Se déplacer quand il fait des grandes chaleurs à vélo, à pied, c'est compliqué. Donc je pense que vraiment, et de toute façon, il n'y aurait plus de télétravail. Donc vraiment, de l'électricité, le système électrique qui ne fonctionne plus et les transports qui ne fonctionnent plus, ce serait vraiment le scénario catastrophe.